L'Iran sera-t-il une puissance nucléaire militaire? Ce débat, qui dure maintenant depuis plusieurs années, m'a donné l'envie de rappeler qui exactement détenait un armement nucléaire dans le monde, de récapituler l'état des stocks et de questionner la pertinence de la dissuasion nucléaire aujourd'hui. Pour de multiples facteurs, l'arme nucléaire est un système très complexe. Complexe non seulement à fabriquer, mais aussi à transporter. Il ne suffit pas d'avoir la bombe, il faut aussi un système d'emport pour guider et délivrer la charge. Complexe aussi dans son concept même. La bombe atomique mise au point en 1945 a fait faire un bond technologique et stratégique considérable, sans doute supérieur à tout ce qui a pu se faire en 3000 ans dans le domaine de la technologie militaire. Ce qui fait que la puissance de l'arme atomique est telle qu'elle contraint à l'inutilité. Elle est faite pour ne pas servir. À partir de là, voyons qui détient ce système d'armes et quels sont les stocks. Sur cette carte du monde figurent les États détenteurs d'armement nucléaire. Un total de 8 États sur 192 États membres de l'ONU, que l'on range généralement en deux catégories. Les puissances nucléaires dites officielles, les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France, la Chine. Ces États ont fait des essais nucléaires avant janvier 67, puis ont élaboré un traité dit de non-prolifération, le TNP, entré en vigueur en mars 1970. Ces 5 États sont aussi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis il y a les États dits du seuil, l'Inde, le Pakistan, Israël, ce dernier pays n'ayant jamais officiellement reconnu avoir développé des capacités nucléaires. Ces États ne sont pas en infraction avec le traité de non-prolifération, le TNP, puisqu'ils ont toujours refusé de le signer. Et puis enfin, il y a les États dits proliférants, à la fois signataires du TNP et en infraction avec le traité, puisque candidats à l'acquisition de ce type d'armes. La Corée du Nord, qui a déjà procédé à 2 essais, et bien sûr l'Iran, à propos duquel les questions sont ouvertes depuis maintenant à peu près 8 ans. On ne dispose pas de chiffres précis quant aux arsenaux détenus par les puissances nucléaires, qu'ils soient officiels ou bien du seuil. Ces pays maintiennent une certaine opacité quant à ces armes, et c'est justement l'un des éléments de la stratégie de dissuasion. L'adversaire doit être maintenu dans l'incapacité de faire une évaluation du risque. 2 sources considérées comme fiables, CIPRI à Stockholm et la Federation of American Scientists, donnent en matière de stock des ordres de grandeur à peu près semblables. À savoir, les 8 États détenteurs auraient au total plus de 23 300 armes nucléaires, c'est-à-dire des têtes en réserve, actives ou inactives ou en cours de démantèlement. Sur ce chiffre, 8 392 têtes seraient opérationnelles et 2000 seraient conservées en état d'alerte avancée par les États-Unis et par la Russie. Donc, 23 000 armes, dont 8 400 opérationnelles, et il faut se souvenir qu'en période de tension, pendant la guerre froide, les arsenaux sont montés jusqu'à 70 500 armes pour les seules puissances officielles. On a donc une nette réduction des arsenaux par rapport à cette période. Sauf que cette question du nucléaire s'est en fait déplacée de la quantité verticale vers la dissémination horizontale. Alors qu'est-ce que cela veut dire au juste? Et quels sont les traités permettant le contrôle de la prolifération? En fait, 3 facteurs ont contribué à limiter la dissémination. Le coût de fabrication de ce type d'armement, qui est très élevé, la complexité, tant des réseaux que technologiques, il faut des ingénieurs de très haut niveau, et le TNP. Le traité de non-prolifération est entré en application en 1970, avec pour objectif de limiter la prolifération horizontale, c'est-à-dire empêcher l'accès de nouveaux pays à l'arme nucléaire, mais aussi la prolifération verticale, c'est-à-dire empêcher l'accroissement et le perfectionnement des arsenaux des États déjà dotés de la bombe. Le TNP a ensuite été renouvelé en 1995 pour une durée illimitée, la prochaine conférence de révision étant fixée à mai 2010. Cette carte du monde nous montre que la quasi-totalité des États membres de l'ONU a signé le traité de non-prolifération,
moins 3, Israël, Inde, Pakistan, qui ne souhaitaient pas signer, ni d'ailleurs dissimuler leurs intentions, moins un État, signataire en 1985, mais qui s'en est retiré en 2003, c'est le seul, et c'est la Corée du Nord. À partir de là, 3 remarques. D'une certaine façon, ce traité a rempli sa fonction, puisque 40 ans après son entrée en vigueur, seulement 3 États, plus 2 potentiels, ont développé une stratégie nucléaire militaire. Ensuite, plusieurs États, pour diverses raisons, ont fait marche arrière, ou ont renoncé à se doter de l'armement nucléaire, tels que la Suède dans les années 60, l'Argentine et le Brésil dans les années 80, après le retour de régimes démocratiques dans ces 2 pays, l'Afrique du Sud, qui procède au démantèlement de son arsenal à la fin de l'apartheid, l'Ukraine, la Biélorussie, le Kazakhstan, qui en 1992 décident de ne pas gérer l'héritage des arsenaux nucléaires soviétiques, l'Irak, contraint d'y renoncer du fait des opérations militaires de 1991 et de 2003, la Libye, dont le programme militaire clandestin est découvert en 2003, puis démantelé volontairement par Kadhafi pour regagner une respectabilité internationale. Ensuite, concernant la dissémination du nucléaire militaire, il y a une autre carte du monde qu'il convient d'avoir à l'esprit, c'est celle des zones exemptes d'armes nucléaires. On compte aujourd'hui 5 zones dénucléarisées à la suite de la signature de traités régionaux qui impliquent la non-fabrication, le non-transit et le non-stockage d'armes nucléaires. Le traité sur l'Antarctique, signé à Washington, prévoit la non-militarisation du continent austral. C'est le seul continent au monde à être totalement démilitarisé. Le traité de Tlatelolco, au Mexique, instaure une zone exempte d'armes nucléaires dans les Amériques du Sud, centrale et dans la Caraïbe. L'Argentine et le Brésil ne l'ont signé qu'en 1994, après avoir conjointement renoncé au nucléaire militaire. Le traité de Rarotonga, aux îles Cook, crée une zone dénucléarisée dans le Pacifique Sud. La dernière campagne d'essais nucléaires de la France en Polynésie a pris fin en 1996 et la France signe alors les protocoles annexes du traité. Le traité de Bangkok instaure une zone en Asie du Sud-Est, région géographiquement située entre les puissances nucléaires chinoises et indiennes. Le traité de Pilendaba, en Afrique du Sud, crée une zone dénucléarisée en Afrique, après le renoncement de l'Afrique du Sud au nucléaire militaire, et il est entré en vigueur en août 2009. Enfin, dernière zone non nucléarisée, le traité de Semipalatinsk, qui concerne 5 États d'Asie centrale, entré en vigueur en mars 2009, plus la Mongolie, seul État au monde à s'être déclaré dénucléarisé de manière unilatérale, hors de tout traité. Et sur une carte du monde, on voit bien que la juxtaposition de ces diverses zones, interdisant toute nucléarisation, couvre pratiquement la moitié de la superficie du globe. Autre élément qu'il convient de connaître, les moratoires et les limitations pour les essais nucléaires. Depuis le premier essai américain de 1945 jusqu'au dernier essai nord-coréen de 2009, on estime à 2060 les essais nucléaires ayant été réalisés par les puissances nucléaires, officielles ou non, essais de surface ou essais souterrains. En 1996 s'achèvent les négociations ouvrant à la signature un traité d'interdiction complète des essais nucléaires, le TICE. Il est signé en septembre 1996, mais il n'est toujours pas en vigueur. Il doit au minimum être ratifié par 44 États nucléaires ou en mesure de le devenir. En octobre 2009, seulement 35 pays de cette liste avaient ratifié le traité. La Chine et les États-Unis sont toujours en attente de ratification. Et le président Obama, lors de son discours de Prague en avril 2009, a affirmé que les États-Unis allaient désormais ratifier le traité d'interdiction totale des essais nucléaires. Voilà donc en ce début 2010 l'état des puissances nucléaires, l'état des stocks d'armement nucléaire et les mécanismes de contrôle.